15 jours après le déclenchement de l'affaire Théo, une manifestation contre les violences policières a lieu cet après-midi, place de la République à Paris, à l'appel des associations de défense des droits de l'homme ou des associations dites antiracistes. Et cette question, comment en finir avec les soupçons de racisme qui pèsent sur la société française jusqu'à sa police? Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Vous venez de publier Un racisme imaginaire chez Grasset, on va en parler. Avant cela, j'aimerais qu'on évoque cette manifestation cet après-midi. Au départ, il y a l'affaire Théo, mais ensuite il y a chez les organisateurs un soupçon qu'il y a dans notre police des comportements qui relèvent du racisme qui n'est pas celui de la police, mais peut-être celui d'une société. Est-ce que vous partagez l'inquiétude de ces associations ? L'inquiétude que je partage, c'est de voir que la situation échappe complètement à l'État et aux forces politiques. Le risque dans ce genre de situation, c'est que d'opposer deux blocs, il y aurait la jeunesse sympathique et de l'autre côté, les forces de police implacables et mues par une sorte de racisme institutionnel, comme vous l'avez dit, et je pense qu'il faut à toute force échapper à ce tête-à-tête mortifère, que la police sanctionne les brebis galeuses si effectivement les comportements scandaleux sont avérés, mais en même temps que la jeunesse ne voit pas la société comme étant un bloc dressé contre elle et occupé à l'écraser ou à la punir. Et je pense que cela est lié aussi. Alors parmi les éléments de réponse qu'on peut donner à votre question, il y a quand même une des raisons pour laquelle la police interpelle en permanence les jeunes, c'est la lutte contre la drogue et contre le cannabis. Et c'est vrai que si on abandonnait l'interdiction du cannabis et si on abandonnait la politique du chiffre qui est celle du ministère de l'Intérieur, on aurait sans doute beaucoup moins de tensions. Mais quel homme politique aura le courage de lever ce tabou? Pour l'instant, aucun. Pascal Bruckner, des artistes ont signé dans Libération mardi 2 textes de soutien à Théo Luaka et à la mémoire d'Adama Traoré. Ces 2 textes mettent en question justement l'impartialité de l'État dès lors qu'il s'agit de contrôler des jeunes des cités. Est-ce que vous, l'intellectuel, le philosophe, vous signeriez des textes comme ceux-là, qui ont d'ailleurs été très critiqués par une certaine droite? Est-ce que ces textes vous inspirent? Écoutez, je ne l'ai pas lu pour tout vous dire, mais je crois qu'il ne faut pas céder à la pétitionnite et à la facilité d'accuser en permanence l'État, car l'État, c'est aussi celui qui nous garantit les droits, et donc pointer sur lui un doigt vengeur ou accusateur, c'est toujours prendre une position un peu angélique. Alors c'est vrai que les artistes, par nature, sont toujours du côté du bien, du droit, et c'est tant mieux. Pas les intellectuels ? Oui, les intellectuels aussi, mais eux essaient de problématiser un petit peu cette question-là. Et donc je pense qu'il faut mieux soulager les tensions plutôt que de toujours dresser les uns contre les autres. Mais effectivement, là, il faut faire preuve de doigté, et on a le sentiment que ce gouvernement, à quelques mois des élections, ne contrôle plus tout à fait la situation. Alors, j'ai employé un mot, mais il circule aujourd'hui dans certains éditos, c'est la notion de racisme institutionnel. Comment vous comprenez-vous ce terme ? Je le comprends comme une mise en accusation globale de la société française qui serait pourrie de fond en comble et surtout à la tête de l'État. Et alors là, c'est une notion contre laquelle je m'élève, parce que racisme institutionnel, ça voudrait dire que la France de 2017, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid, et que c'est dans le texte même de la loi et dans le fonctionnement des institutions qu'il faut couper, qu'il faut dénoncer. Et c'est absolument pas vrai. La France est un État démocratique fondé sur l'égalité des individus. Il y a des dérapages, il y a des bavures, beaucoup moins que dans d'autres pays, beaucoup moins qu'aux États-Unis, où je rappelle qu'on tue un Afro-Américain par jour. C'est une police très violente. Donc si on doit corriger et punir les fauteurs de troubles au sein de la police, parce que la police étant l'incarnation de la République doit être exemplaire, et là je suis tout à fait d'accord, en profiter pour mettre en cause la totalité de l'État, c'est un but politique, et on peut penser que derrière cette dénonciation, il y a évidemment des forces
soit d'extrême gauche, soit au contraire d'autres forces qui veulent que la police ne soit plus acceptée dans les quartiers. Parce qu'au fond, brûler des voitures de police privées, comme on l'a fait ces jours-ci, c'est une certaine façon de dire à la gendarmerie et à la police, vous n'avez plus le droit de rentrer dans ces quartiers. C'est donc sous-entendre que ces quartiers doivent échapper à la loi commune. Et ils échappent aussi à l'emploi, ils échappent aussi à la prospérité, au cadre de vie confortable. Oui, et en même temps, ils ont ce que vivent ces jeunes de façon douloureuse. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi la France périphérique dont Bien a sûr. parlé le géographe Christophe Guilly. Mais c'est aussi une manière pour les forces qui tiennent ces quartiers, à savoir les gangs et les salafistes, de laisser la police en dehors et de dire « laissez-nous vivre, on ne veut plus que vous interveniez dans nos trafics ». Et ça, je pense que c'est absolument inadmissible. Je suis d'accord pour sanctionner les policiers véreux ou brutaux, mais je ne suis pas d'accord pour dire que la police n'a plus rien à faire dans ces quartiers. Sinon, c'est vraiment la négation du droit républicain. Pascal Bruckner, vous venez de publier un racisme imaginaire. Est-ce que la société française verrait du racisme là où il n'y en a pas ? Oui, comme toutes les sociétés. C'est-à-dire que l'accusation de racisme est devenue une sorte de mot-valise qu'on applique aujourd'hui à tous les phénomènes politiques, les phénomènes sociaux, les phénomènes religieux. Et donc, dès qu'on est en désaccord, immédiatement, on pointe un doigt vengeur sur son adversaire en l'accusant de discrimination. Il y a assez de racisme réel pour ne pas en inventer. Et je pense que cette omniprésence du racisme vient du fait qu'on a abandonné tout ce qui relevait jadis, comme on disait, la lutte des classes, qui est devenue aujourd'hui une lutte des races. Et donc, toutes les minorités, toutes les catégories se revendiquent d'une certaine forme de discrimination, de préjugés à leur égard, pour dire qu'on les traite mal et qu'elles sont stigmatisées. Et je crois que ça n'est pas un progrès que de racialiser toute espèce de conflit. Parce qu'au fond, les conflits sociaux, les conflits politiques, même les conflits de classe, continuent à exister, mais tout mettre sous l'appellation de racisme, c'est un peu brouiller les choses. Vous dites que cette confusion est entretenue par des groupes d'extrême gauche qui se font les complices, conscients ou non, des islamistes les plus radicaux. C'est ça l'islamo-gauchisme ? Oui, alors donc mon livre porte sur le concept d'islamophobie que je remets en question, puisque c'est un terme qui amalgame à la fois la persécution des croyances, qui est évidemment un délit ou un crime, et la critique religieuse, qui est un droit reconnu à tous. Et effectivement, dans la défense de l'islamophobie, on trouve toute une partie de l'extrême gauche qui voit dans l'islam radical une sorte de substitut à une classe ouvrière qui a disparu et qui de toute façon ne vote plus à gauche, puisqu'on sait qu'en France, elle vote massivement pour Marine Le Pen. Le tiers-monde n'est plus du tout lancé dans la lutte contre le capitalisme, puisqu'au contraire, il aspire au marché et au consumérisme. L'URSS a disparu, et donc une certaine ultra-gauche orpheline de son idéal communiste s'est reportée sur les imams salafistes ou sur les frères musulmans. Et pourtant, à les regarder, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. On a une extrême gauche qui était anticléricale, et de l'autre côté, on a des personnalités radicalisées. Comment est possible ce mariage de la carpe et du lapin ? Voilà, c'est exactement ça. C'est un marché de dupes qui a été noué dans les années 90, notamment par les trotskistes anglais, et qui ont théorisé cette alliance. Et chacun essaie de se servir de l'autre pour avancer ses pions. Les gauchistes se disent les masses musulmanes vont nous permettre d'attaquer une nouvelle fois le capital maudit et la bourgeoisie impérialiste, et les islamistes, de façon très intelligente, comme par exemple Tariq Ramadan, se disent on va se servir de l'extrême gauche pour nous se donner un petit vernis anticapitaliste et imposer nos mœurs, les femmes voilées, le halal, la ségrégation des hommes et des femmes. Et il est toujours très surprenant d'entendre un homme de gauche, partisan en principe de l'émancipation, défendre bec et ongle le voile, voire même la burqa. Vous parlez de culpabilité dans votre livre. Je voudrais vous parler d'Emmanuel Macron qui a évoqué mardi la colonisation comme un crime contre l'humanité lors de son déplacement algérien. Vous qui avez écrit il y a 30 ans une critique de la repentance dans le sanglot de l'homme blanc, est-ce que Macron est dans le repentir ?
Je crois que Macron est dans dans la pêche au gros, si j'ose dire, parce qu'il essaye à la fois de satisfaire l'électorat algérien en France, en disant tiens, on va culpabiliser la France, et en même temps l'électorat pied noir. Il essaie de rassembler les deux bouts de la chaîne, les conservateurs, les progressistes, les croyants, les incroyants. L'électorat pied noir, ils sont pas contents du tout. Non, ils ne sont pas contents, mais il a essayé là aussi de dire faut pas culpabiliser. Si vraiment le colonialisme c'est un crime contre l'humanité, alors évidemment qu'il faut s'excuser, demander pardon. Si donc l'occupation de l'Algérie c'est l'équivalent d'Auschwitz, nous n'avons d'autre choix que de nous mettre à genoux et de nous incliner. Simplement, que disent les Algériens eux-mêmes? Et qu'a dit par exemple Kamel Daoud hier soir dans une émission de télévision? Il a dit mais la colonisation, faut laisser ça aux historiens. L'histoire a tranché. Maintenant, c'est l'amitié entre les peuples qui prévaut et il ne doit plus y avoir de rancune entre les deux côtés de la Méditerranée. Pascal Bruckner, merci d'avoir été avec nous ce matin. Un racisme imaginaire vient de paraître chez Grasset.